Bonsoir, vous allez écouter une rediffusion de Radio Erika en direct tous les mardis. Voilà, donc nous sommes donc avec professeur Jean Boucher ce soir. Alors pour faire une petite introduction au sujet, je vais vous lire un petit texte là sur le terrorisme alimentaire. Alors, sachez que toutes les mesures écologiques qui ont donc pour effet de restreindre les activités commerciales ayant un impact destructeur sur l'environnement sont considérées par l'OMC comme des entraves au commerce et sont donc illégales. Sachez aussi que le président Bush a refusé de signer la convention sur la biodiversité, car celle-ci risquait de contrarier le développement de l'industrie biotechnologique qui valait déjà 50 milliards de dollars et que Bush en question, il s'assoit aussi sur le protocole de Kyoto parce qu'il menace aussi les intérêts de l'industrie américaine. Donc sachez aussi qu'un projet du ministère américain consisterait à octroyer le label de l'agriculture biologique à des fruits et des légumes ayant été génétiquement manipulés, irradiés et traités par des additifs, ainsi qu'un des élevages d'animaux dopés en batterie, nourris de déchets, enfin traités aux hormones, etc. Comme décrit Georges Monbiot, professeur à l'université Thames en Angleterre, les produits biologiques dans le meilleur des mondes de l'impérialisme commercial américain seraient pratiquement indistinguables des aliments classiques que l'on sait mauvais pour la santé. Donc c'est une volonté aussi des firmes multinationales de dominer l'agriculture par le biais des brevets sur les semences et sur les plantes, du génie génétique, des concentrations de capitaux, de contrôler l'amont de la production, donc les semences, les traitements, les machines, et l'aval, la transformation des produits. C'est bien une stratégie totalitaire à destination notamment des pays pauvres où plus de 70% de la population gagne sa vie en produisant des biens alimentaires. Et ça vise aussi à dépouiller des millions de personnes de leurs moyens d'existence et de leur droit à se nourrir et détruire aussi des systèmes d'alimentation et d'agriculture traditionnels, des siècles d'innovation collective et des marchés locaux. Ça incite aussi les pays du tiers-monde à produire des biens d'exportation de luxe au risque de passer de l'autosuffisance alimentaire à une situation de famine et à modifier les habitudes alimentaires, à accroître la dépendance de ces populations pour mieux leur fourguer notre surproduction céréalière ou laitière, nos OGM. Donc voilà. Alors en fait, l'une des conséquences à long terme les plus dramatiques des politiques agricoles conduites depuis un demi-siècle est la dégradation physique et chimique des sols, parfois irréversible. Milieu vivant et complexe, comme va sûrement nous en parler justement le professeur Jean Boucher. Il remplit les fonctions essentielles: production de biomasse agricole et forestière, milieu de vie, régulateur de l'écosystème et réservoir génétique. Si l'utilisation de sols de qualité pour l'urbanisation et les transports constitue déjà une lourde privation pour les générations futures, les terres agricoles restantes subissent une dégradation permanente. Déforestation, abandon des rotations culturales de longue durée, monoculture de plantes annuelles, machines de plus en plus lourdes, travail intensif des sols, drainage, utilisation abondante d'engrais chimiques, de pesticides, surpâturage continu contribuent à l'appauvrissement et au compactage et à l'acidification des sols. Donc si les causes diffèrent dans les pays du tiers-monde, les effets sont encore plus redoutables. Alors en fait, la désertification, la pauvreté, 2 milliards de personnes qui vivent sur des terres sèches dans des régions rurales. Et alors pour finir, justement, c'est la qualité des sols pourrait très bien faire la différence entre la survie et l'extinction pour l'humanité. C'est ce qu'écrit Garrison Sposito, professeur en sciences des écosystèmes. La collectivité scientifique reconnaît l'urgence de la situation. Irait-elle jusqu'à parler de crime contre l'humanité ? Donc c'est écrit par Jean-Pierre Tertrais dans le numéro du Monde Libertaire hors série là, et je trouvais que ça pouvait faire une bonne introduction justement à l'agriculture biologique et avec justement les techniques utilisées aussi et prescrites par Jean Boucher pour justement mener une culture qui tiendrait compte à la fois de la diversité des sols mais aussi de leur richesse et surtout éviter de faire un désert de cette planète quoi, laisser aux générations futures tout en pouvant quand même produire des biens de consommation directe, enfin des aliments, pouvoir quand même garder des terres en bon état.
En bonne santé. En bonne santé. Donc sans poison. Ouais, si possible. Donc c'est vrai que d'abord déjà pourquoi c'est cette course perpétuelle à chercher des méthodes et des produits toujours plus, toujours. C'est une question. Ouais, c'est une question. Pourquoi cette course après l'intensification Je voudrais tout de suite préciser un point, c'est que le problème se pose non pas seulement depuis 50 ans, au moins depuis la fin de la guerre de 14. Le problème à résoudre se pose au moins depuis la fin de la guerre de 14 des années 1920, et dès cette époque-là, l'agronomie conventionnelle a orienté l'agriculture dans le sens d'un parasitisme qu'on considérait comme inévitable et qui allait nous amener à la nécessité de l'utilisation des pesticides. Et plus on augmente les rendements, plus il va falloir utiliser de pesticides. Parce qu'on les fragilise, parce que ça fragilise une... Exactement. Alors l'aggravation de la fragilité, elle est liée à différentes choses, en particulier l'abus d'éléments minéraux qui sont destructeurs d'équilibre. Tous ne sont pas dans ce cas-là, mais il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle un antagonisme entre l'ammoniac et un élément protecteur qui est le magnésium, de la même façon qu'il y a un antagonisme entre la potasse et les excès de potasse et ce même magnésium. La présence en excès de potasse dans le sol gêne l'assimilation du magnésium, la présence d'ammoniac. Alors la potasse, il est nécessaire d'en avoir, mais à un niveau satisfaisant sans plus, et l'ammoniac, nous devons arriver à nous en passer totalement. L'azote organique doit provenir de la matière organique restituée au sol par les produits de la ferme, les produits de l'élevage, et on doit aller seulement jusqu'au stade des acides aminés qui sont les sauces comestibles, le gnoc-mam de l'industrie alimentaire, les sauces de soya, elles sont directement assimilables par l'organisme humain comme l'organisme animal d'ailleurs, et directement assimilables par les feuilles. Ça a été depuis longtemps utilisé en fertilisation foliaire, on sait que ça marche très bien, et maintenant nous prouvons que les mêmes acides aminés produits par un compost de bonne qualité, réussi, et les mêmes acides aminés sont assimilables sans aller jusqu'à la minéralisation de l'azote. Donc jamais nous n'avons de dégagement d'ammoniac, ni dans l'état en fermentation, ni au moment de l'épandage, ni au champ. Alors que la pollution ammoniacale est dans les conditions de l'agriculture conventionnelle, avec les élevages hors sol en particulier, la répartition de l'ammoniac dans les sols et dans l'atmosphère se généralise et pourrait être d'ailleurs à l'origine d'une aggravation de la dégradation du climat. D'accord. Et l'ammoniac, il faut peut-être, je pose peut-être une question bête, mais c'est bien tout ce qui est nitrate et enfin azote organique ou enfin azote minéral. Azote minéral. L'ammoniac, dans la minéralisation de l'azote, l'apparition de l'ammoniac est la première phase qui donne ensuite naissance au nitrite par la nitrosation et ensuite au nitratation. Mais déjà dès le départ, l'obtention d'ammoniac est un signe pathologique qu'il faut éviter. Je ne dis pas qu'on l'évitera en totalité, mais on l'évite dans la très grande proportion de ce qui est actuellement produit. Voilà, c'est le premier point. Et alors ça, c'est notre fertilisation organique est donc basée sur ce cycle court de l'azote, protéines, polypeptides, acides aminés assimilables végétaux, animaux, et retour aux protéines, et le cycle est complet. Et nous n'avons pas besoin de passer. La minéralisation de l'azote, c'est une fausse conception du cycle de l'azote. C'est ça. C'est déjà pathologique. Et ça, inévitablement, ça va nous amener la prolifération des insectes et des maladies parasites, et également la prolifération des mauvaises herbes, d'où la nécessité qu'on nous affirme d'utiliser des pesticides. Et quand on utilise du lisier, par exemple du lisier de porc, directement comme ça, les producteurs de lisier oublient un constituant, une règle que nous avons appliqué dès nos débuts. Dès la décennie 1930,
nous avions déjà en tête cette donnée de l'équilibre carbo-azoté. Et il faut savoir que il y a un équilibre très strict. Le carbone est une matière extrêmement rigide, le diamant. Et l'azote est une matière qui se trouve à l'état dilaté, comme un ballon de baudruche. Et quand une chaîne carbonée se ferme sur une particule gonflée comme l'azote, elle lui fournit une énergie qui vient de la chaîne carbonée et qu'il faut respecter. Ça suppose qu'on va avoir une proportion suffisante de carbone pour dominer, pour juguler cette présence de l'azote. Alors ce carbone, par exemple, on le trouve dans le fumier. C'est ça. C'est la paille des céréales. C'est la paille des céréales. Toutes les matières végétales. Et nous savons maintenant de mieux en mieux nous servir de la paille des céréales et nous voudrions bien que toute la paille utilisée dans la fertilisation sous forme la litière fournie aux animaux, il faudrait que toute cette paille soit bio, soit donc de haute qualité. Mais les fermentations chaudes arrivent apparemment à assainir beaucoup de choses, sauf la présence des raccourcisseurs de paille. C'est une cause de pollution que nous ne pouvons pas accepter. Les raccourcisseurs de paille. L'agriculture conventionnelle utilise, chose invraisemblable, dans la culture des céréales, on utilise un raccourcisseur de paille qui permet d'utiliser des doses plus élevées d'azote minéral. J'ai été scandalisé parce que il y a 80 ans, on en était à quelques unités ou quelques dizaines d'unités, 20 ou 30 unités d'azote minéral, c'était le grand maximum. Et j'ai entendu parler, c'était pas en France, ça se passait en Suisse, mais je crois que les Français sont pas exempts de la même chose. On est arrivé à 170 unités. On met pas beaucoup d'azote minéral, 170 unités. Et la moyenne, c'est 120 maintenant. Enfin, oui, voilà. Alors, et en plus, dans les mesures agro-environnementales qu'on trouve dans les catalogues pour les CAD, etc., pour les contrats d'agriculture durable, on voit que les premières mesures, les mesures les moins strictes en termes de protection de l'environnement propose déjà, mais qui sont quand même des mesures de protection de l'environnement, propose 60 unités d'azote alors que minéral. Nous n'en avons nul besoin. Si nous travaillons en bonne agrobiologie, nous n'avons jamais besoin d'utiliser de l'azote minéral. Et d'ailleurs, celui qui sait faire un bon compost en partant du fumier de ferme, il constatera très vite le résultat, parce que du jour au lendemain, on voit le développement de la végétation. Si le bon compost est épandu au bon moment sur les prairies, 48 heures après, on voit la différence vis-à-vis d'une parcelle qui n'a pas reçu de compost. Et ça, c'est tout à fait applicable dans l'optique dans le cadre d'une agriculture à grande échelle, j'allais dire. Ah, bien sûr. Nous aimons bien aider les jardiniers amateurs à se tirer d'affaire et à produire des denrées sans traitement, sans maladie et sans traitement, mais pour nous c'est la conséquence d'un travail d'ensemble. Nous sommes d'abord adressés, nous avons cherché à résoudre les problèmes des agriculteurs praticiens de grande culture. Au départ, je peux préciser que notre problème initial, c'était la guérison des cultures maraîchères nantaises, qui présentaient un certain nombre de problèmes récents, en particulier la fonte du collet de la laitue et la fusariose du melon. Et nous avons pataugé largement 8 ans, ça se passait entre 51 et 59. Pendant des années, nous avons accumulé les ennuis parce que nous ne réussissions pas à obtenir une fumure organique de qualité suffisante. Et puis, d'une saison à l'autre, soudainement, nous avons obtenu un compost à action curative, et le compost d'un fumier de ferme assaini, réussi. Ce compost nous a permis de guérir des cultures fruitières malades. L'année précédente, les poires et les pommes étaient tavelées, les germes de tavelure étaient dans les bourgeons, parce que c'est comme ça que ça se passe, ça se conserve l'hiver. Les poirettes sont nées au printemps suivant, tachées de tavelure, et les mêmes poirettes sont restées sur les arbres, et les fruits malades au printemps se sont guéris.
notre compost avait acquis un pouvoir curatif sur les maladies des cultures. Et il vous a fallu 8 ans pour le mettre au point, c'est ça? Oui, parce qu'il fallait apprendre notre métier. Bien sûr. On en connaissait l'essentiel, mais en théoricien. Mais il fallait le mettre en pratique, les fourches à la main. Et donc, vous dites-nous, c'était déjà l'AFAB a été créée justement quand l'association française d'agriculture biologique? L'AFAB a pris naissance dans ces années-là, après un contact avec l'association française de recherche pour une alimentation normale, qui était présidée par un médecin parisien, le docteur Bas. Et le docteur Bas, nous lui avons posé la question, mais alors sur le plan agricole, que voulez-vous pour vous satisfaire, vous, en tant que médecin, diététicien, etc., que faut-il que nous fassions? On ne sait pas. On va s'y mettre. Alors, on a décidé de s'y mettre, et nous avions déjà les éléments de réussite. Alors l'autre élément de réussite, il faut pas l'oublier, c'est le rééquilibre minéral qui est basé sur des données complètement différentes des données de l'agronomie conventionnelle. Et nous nous reportons en cela, en premier lieu d'abord, aux travaux d'un grand médecin français, qui est le professeur Delbet, qui au cours de la guerre de 14, Delbet a montré que il était possible de soigner les plaies de guerre, soit simplement par contact, par compresse ou par nettoyage, avec une solution de chlorure de magnésium. Et puis, peu après, ils se sont aperçus que non seulement ça agissait au contact sur les plaies, à titre de nettoyage, de rééquilibre minéral vis-à-vis de la pollution de l'épiderme et même de l'intérieur des plaies, mais ça agissait surtout par voie buccale. Et puis, dans les mois qui ont suivi, c'était plus seulement par voie buccale, mais ça a été aussi par injection. Et bien des années après, il s'est trouvé un médecin nantais d'ailleurs, qui a assisté écoutez-moi bien, à la guérison d'un tétanos déclaré et parvenu à un point si grave qu'il n'était plus possible de faire avaler quoi que ce soit. Et le médecin traiteur a décidé d'injecter au goutte à goutte le chlorure de magnésium. Il a pris ses précautions en intraveineuse. C'était possible pour un médecin qui prenait le risque à son compte, si vous voulez. Sa responsabilité. Et sa responsabilité. Et dans l'heure qui a suivi, le malade s'est détendu, est retombé un moment inerte sur son lit. Et l'heure d'après, il était assis sur son lit en expliquant ce qui s'était passé. Voilà, et ce n'est pas, je cite les auteurs, Dr Chevreul, et vous trouverez cela dans les cahiers de biothérapie, édités en septembre 73, donc du siècle dernier. Oui. À votre connaissance, on utilise encore le magnésium pour guérir le tétanos aujourd'hui, ou est-ce que si ça m'arrivait, c'est ce que je ferais. Ouais. Je l'ai fait. J'étais pas atteint du tétanos. Je suis dans un métier où le risque existe, parce que nous manions couramment des éléments putrides. Mais j'ai eu à 2 reprises des panaries, justement à cause des pollutions. Et à chaque fois, j'ai guéri l'un et l'autre panarie par la cure magnésienne de Delbet Neveu. Neveu étant un confrère de Delbet, plus jeune que lui, et disciple de Delbet. D'accord. Alors ceci, dans le moment de la découverte de la cure magnésienne par Delbet, il a annoncé ceci: aucune activité humaine, pas même la médecine, n'a autant d'importance pour la santé que l'agriculture. Et dans les mois qui ont suivi, après sa publication Politique préventive du cancer, Delbet a publié L'agriculture et la santé. Alors je vous recommande ces ouvrages-là parce qu'ils permettent de se faire une opinion précise sur le rôle du magnésium en agriculture. Maintenant, vous aurez énormément de mal à les trouver. Ils ne sont plus réédités. À la médiathèque, de Nantes? Peut-être à la médiathèque, je ne l'ai pas demandé. Ouais. J'ai essayé de trouver la fiche de Delbet à la fac des sciences, à la bibliothèque de la fac des sciences, il n'y est pas.
Je l'ai recherché à la bibliothèque de la fac de médecine, je ne l'ai pas trouvé non plus. Bah, ils ont pas détruit quand même, là, ça serait louche, là. Ah, ben écoutez, les dossiers sont détruits. J'avais besoin X-Files. de communiquer à un correspondant politique préventive du cancer. Je ne l'ai pas trouvé à la bibliothèque de la fac des sciences de Nantes, qui me l'a fourni venant de Grenoble. Manque de chance, il manquait tout un chapitre sur le rôle de la présence de la potasse dans les denrées agricoles. Y aurait-il un complot je ne veux pas aller jusque-là, mais Potasse d'Alsace. j'ai appris tellement de choses, des agressions criminelles même. Vous savez, on pourrait en parler à longueur de journée. Il y a des intérêts financiers très forts. Il y a sûrement des intérêts financiers très forts. Et moi, j'ai eu la chance de ne pas faire une carrière agronomique conventionnelle. Les études, je les ai faites à l'École nationale d'horticulture de Versailles. J'ai fait ensuite l'étude universitaire. Je me suis offert plus tard une session de microbiologie du sol. Ça m'a permis d'apprendre des choses qui m'ont été utiles depuis. Mais je n'ai pas fait de la carrière agronomique classique, conventionnelle. Et ça vous a évité peut-être de vous mettre de tomber sur les firmes, les lobbies, les filières, etc. Il y a dans les travaux de l'agronomie, il y a une donnée intéressante qui a été l'exposé d'un ouvrage réalisé par un agronome, et il analyse 32 terres réparties en France. Et sur les 32, il y en a 5 qui sont des terres de bonne fertilité. Et puis les 27 autres sont des terres d'un niveau de fertilité faible, zones forestières, etc., sableuses ou autres, à faible niveau de fertilité. Et en bonne logique, pour déterminer les niveaux qu'il faut atteindre dans la fertilisation, il faut prendre la moyenne des 5 bonnes terres. Or, autant que j'ai compris, ces messieurs ils n'ont pas demandé à l'auteur des recherches ses propres conclusions, ils ont pris la moyenne des 32 terres. Et ils arrivent à des niveaux entre magnésie et potasse qui sont exactement à l'inverse des niveaux recommandés pour d'une bonne agronomie qui va être favorable à la santé des cultures. Il faut bien considérer une chose, c'est que dans l'ordre naturel, les maladies, les plantes, comme les êtres vivants, les animaux et les humains, ne sont pas maladifs par nature. La maladie ne se déclare que si le terrain est déséquilibré, si nous l'avons déséquilibré. Il y a eu, avant les travaux d'Helvey au siècle passé, il y a eu les études, les positions prises par un physiologiste français qui est Claude Bernard. Le microbe n'est rien, c'est le terrain qui compte. Et l'œuvre de Delbey sur le rôle du magnésium, c'est l'application de la doctrine de Claude Bernard. C'est un peu comme en homéopathie, en fait. Oui, mais voyez-vous... Ou la médecine chinoise aussi. Exactement. Oui. Mais la médecine, c'est une action curative, et nous ne devons pas avoir besoin d'une action curative. Et nous devons arriver à conduire la production agricole et la production d'élevage, la conduire sans l'ouverture aux maladies. Alors, dans une période de reconversion, il peut nous arriver des ennuis, mais alors nous avons une planche de salut. Par exemple, la culture fruitière, si on sort d'une période où on était en culture conventionnelle avec maladie et obligation de traitement, on va arriver à éliminer les traitements polluants et dans un premier temps les remplacer par exemple, un traitement sans nocivité, soit les composés à base de soufre, la fleur de soufre contre l'oïdium par exemple. Je n'ai rien à y reprocher, ça ne va pas nous laisser, c'est pas agréable à utiliser, c'est irritant pour la peau, la respiration, mais ce n'est pas polluant. Et alors, dans le même ordre d'idée, on peut, dans un premier temps, utiliser un anticryptogamique non polluant qui est la bouillie sulfocalcique, qui simplement le soufre dissous dans la chaux au stade où
on éteint la chaux vive. Il se produit un échauffement et on profite de cet échauffement pour dissoudre le chaux. On obtient ce qu'on appelle la bouillie sulfocalcique, qui a une action protectrice contre les maladies des cultures et qui a aussi une action stimulante sur la végétation, à condition qu'on protège la végétation, fasse attention au soleil. Si on peut avoir des brûlures par le traitement sulfocalcique, par effet physique du soleil sur des gouttes sur le feuillage. Et alors, quand on a un jardin, qu'on est un jardinier un particulier, qu'on a une petite bande de jardin et qu'on constate que les plantes, certaines plantes poussent pas très bien, etc. Comment est-ce qu'on peut faire pour justement, il faut faire un diagnostic, j'imagine, il faut faire au départ, nous conseillons toujours de faire, nous voulons une analyse de sol. Il faut faire une analyse de sol, parce qu'il peut y avoir plusieurs causes à un dysfonctionnement. J'habite la même maison avec jardin dans notre quartier, là, à 500 mètres d'ici, et il y a 50 ans, nous avions 10 fois la dose normale de potasse dans le sol, parce que le maraîcher ou le pépiniériste qui nous a précédés avait utilisé les fertilisants conventionnels à tour de bras. Je crois que c'est le cas dans beaucoup de jardins. Exactement. Et 50 ans plus tard, j'ai encore 3 fois la dose de potasse. On peut quand même y remédier un peu. Et alors, à faire des composts végétaux, quoi. On peut améliorer la chose. Alors, avec les composts de bonne qualité, on arrive à améliorer beaucoup de choses. Par exemple, la cloque du pêcher, les attaques de pucerons, etc., disparaissent en général assez bien avec le compost. Maintenant, il y a autre chose, des associations végétales. Je vous ai pas parlé. Pour nous, essentiellement, fertilisation organique de santé, fertilisation minérale de santé. Et puis 80% des problèmes sont résolus. Maintenant, le reste, c'est le tour de main du praticien et aussi la pratique d'association végétale. Par exemple, j'avais montré en viticulture association végétale avec luzerne graminée. Ça pourrait être des trèfles ou d'autres légumineuses enrichissant le sol en azote qui s'associe bien avec des graminées. Et il faut noter une particularité, c'est que cette pratique permet aussi de travailler le sol en même temps. On n'est pas obligé d'avoir les plantes associées épandues ou semées à la volée, on peut les avoir en ligne. Et on passe l'outil, le scarificateur, entre les rangs de plantes associées. C'est un moyen secondaire, mais ça peut aider à guérir beaucoup de cultures. C'est-à-dire qu'on plante entre des rangs de plantes. On associe. Mais même dans un petit jardin, on pourrait y associer des luzernes à côté d'un pommier ou des choses comme ça, même à plus petite échelle, sans parler d'un grand champ ou d'un grand verger. Exactement. C'est ça. Il faut peut-être rappeler que les légumineuses comme la luzerne rapportent de l'azote dans le sol, parce qu'elle capte l'azote atmosphérique. Exactement. Et elle la transforme en petite. Puis la luzerne descend en profondeur par ses racines et elle améliore le sol, tout se tient. Ça crée des petits nodules, c'est ça, dans le sol, le long des racines, et ça ensuite, et les autres plantes peuvent en profiter. Alors, je vous signale d'ailleurs, au sujet de l'activité microbienne des légumineuses, luzerne par exemple, févrole, soya, etc., haricots, et beaucoup d'autres, il y a eu un travail d'un agronome australien en 1959 qui conclut l'étude qu'il nous a faite avec cette expression, en comparant magnésium et calcium. Le calcium, s'il est nécessaire aux plantes cultivées, ce n'est qu'à l'état de trace. Quant au magnésium, dit l'auteur Norris, le magnésium, c'est le cation essentiel. Le cation, ça veut dire le métal. Et pourtant, on voit des champs où les agriculteurs mettre de la chaux en très grande quantité. Le chaulage. Le chaulage, c'est une pratique assez courante dans certains cas. Le chaulage enrichit le père et ruine le fils. Qui chaule, alors il y avait une autre prescription. Ça profite à court terme, c'est ça? À court terme au premier, et puis le deuxième. Qui chaule sans fumer, se ruine sans y penser. Donc, sur la question du calcium, nous ne pouvons pas éviter que le calcium soit présent dans le sol en quantité importante. De toute façon, quoi qu'on fasse, vous allez avoir 15 fois plus de calcium assimilable que de potasse. Ça va être entre 1500 et 3000 de calcium, et ça devrait être 200 ppm mg par kilo de potasse. Et notre magnésium, il serait en intermédiaire entre la position
du potassium à dose légère, et le calcium dont nous ne pouvons pas éviter la présence, et d'ailleurs qui est sans doute nécessaire comme régulateur de l'ensemble, mais il ne faut pas que ce soit le seul élément présent. Il faut que le magnésium soit à côté de lui à la quantité voulue, qui doit être de l'ordre de 2 à 3 fois plus importante que la potasse. D'accord. Alors donc ça va dépendre avant de se lancer dans quoi que ce soit, il faut avant tout faire donc une analyse de sol. Analyse de terre. Alors comment on fait pour faire une analyse de terre quand on est comme ça, comme moi, avec un petit jardin à Saint-Nazaire, j'ai envie de faire une analyse de terre. Concrètement, je m'y prends comment? Je m'adresse à l'AFAB ou si vous voulez. Si nous allons vous voir, on peut prendre l'échantillon avec vous, c'est faisable. Sinon, vous décapez autant que possible. Vous aurez à renouveler les analyses si possible. Pour la première, dans les premiers temps, vous aurez avantage à faire une analyse cette année par exemple, une autre analyse à la même date l'année suivante pour comparer. Vous aurez fait une expérimentation, vous avez essayé de faire un progrès. Il faut savoir dans quelle mesure il y a eu progrès. C'est ça. Et puis ensuite, quand ça va bien marcher, vous n'aurez pas besoin de faire des analyses fréquentes. On refait des analyses tous les 3 ou 5 ans, ou quand on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais quand la machine est bien en marche, ça va. Mais alors, à qui je m'adresse concrètement? Je veux dire, quand une coopérative agricole, oui. Il y a des laboratoires indépendants, il y a des laboratoires. Oui. Et ça coûte cher, ça, une analyse de terre ou? Non, pas très cher. C'est de l'ordre de. Une analyse simple va coûter entre 15 et 30 euros. Une analyse simple, avec 6 ou 8 éléments, je pense. Oui, c'est ça. C'est ça. Il dose 6 ou 8 éléments. 6 ou 8 éléments, parce qu'on peut la il nous faut mesurer le pH. Nous demandons carbone et azote pour établir le rapport carbone-azote qui a une importance. Il nous faut 10 à 12 fois le taux de carbone par rapport au taux d'azote. D'accord. Et si vous dépassez ce taux, c'est que la matière organique dort et n'est pas transformée rapidement. Il y a donc accumulation d'azote. Et si vous êtes en dessous, c'est que vous avez une suractivité, vous en avez trop apporté et vous êtes encore dans le domaine de pathologique. Ça, vous allez avoir des ennuis. Des problèmes. Vous aurez des problèmes. D'accord. Et donc, alors, une fois que j'ai mon analyse de sol, ensuite, là, il faut pouvoir bénéficier de votre savoir. Oui, bien. Alors, par rapport notre savoir, comme vous dites, il porte sur un élément fertilisant qu'il faut surtout pas négliger, c'est le niveau convenable de phosphore. D'accord. Hors de question de vouloir cultiver une terre si elle est pauvre en phosphore. Il faut absolument amener le niveau du phosphore à un point satisfaisant. Et il faut considérer une chose, c'est que le phosphore du squelette des animaux d'élevage n'est jamais restitué au sol. Et notre propre squelette d'êtres humains n'est pas restitué. Donc, là où nous avons une ancienne civilisation, inévitablement, on risque d'avoir un appauvrissement et nous sommes amenés à vivre et à fertiliser, à améliorer avec la fertilisation provenant des mines de phosphate naturel d'Afrique du Nord, Tunisie et Maroc. La solution, ça serait de récupérer les carcasses, enfin les squelettes, et les réduire en poudre. Exactement. Maintenant, farine animale, non? Vous êtes en train de parler, là? Oui. Vous voulez étendre des farines animales? Oui, on va mettre des farines animales partout. On a trouvé un réemploi. Non, parce que dans les farines animales, il n'y a pas que du phosphore, justement. Je pense. Il y a un sous-produit intéressant qu'il ne faut pas négliger. En élevage avicole, les fientes de volaille sont j'allais dire presque très riche en phosphore. C'est le guano un petit peu. Oui. Le guano est surtout riche en agents azotés, quoi. Il y a les deux. Il y a phosphore et phosphore azote. Alors le guano du Pérou qui vient des oiseaux marins des rives d'Amérique du Sud, rive du Pacifique, ou en Namibie, Afrique du Sud. Il paraît qu'il y aurait aussi des... J'ai même entendu parler de nichoirs à chauves-souris qui étaient fabriqués en Amérique centrale, je crois, où les chauves-souris venaient pour faire du guano de chauve-souris qui, paraît-il, est très bon. Ah oui, ça c'est très probable. Oui. Et il faut pas négliger donc cette présence du phosphore nécessaire et s'assurer qu'il est au bon niveau. Alors sur ce point-là, nous sommes tout à fait d'accord avec l'agronomie conventionnelle. D'accord. Maintenant, pour le reste,
nous demandons un dosage de calcium bien sûr, potasse et magnésie, et nos conclusions sont à l'inverse. Elles sont conformes aux conclusions qu'aurait publiées l'auteur dont j'ai parlé tout à l'heure, Bastis, mais elles sont à l'inverse des conclusions que les agronomes ont tirées des travaux de Bastis. Mais peut-être que s'ils avaient utilisé les 5 sols de bonne qualité, ils seraient peut-être tombés d'accord avec vous. Ils en seraient au même point. Exactement. Et donc on leur a peut-être un petit peu poussé le coude, vous pensez ne parlons pas des absents. Ouais, c'est ça. Ne parlons pas de ça, mais disons que c'est quand même on peut pas s'empêcher d'y penser, quoi. Exactement. Publicité ni compromis, Radio Erika. Ni publicité ni compromis, Radio Erika. Et sans maladie. Alors ça repart, on remet les casques de sur les retour oreilles. dans le studio de Radio Erika, Professeur Boucher, voisin de celui de l'appartement de la maison de Jean Boucher en fait, qui est là, ce qui nous permet de l'avoir dans le studio en direct, exactement. sur Radio Erika, sur Alternante. Et alors on parlait au moment de la reprise d'antenne, là on parlait donc du cas de la vigne, mais pour s'inscrire plus globalement dans une réflexion sur la production biologique, c'est-à-dire sans poison, c'est une chose, mais également l'intérêt c'est aussi de produire des aliments, des légumes, des céréales qui vont être bons pour la santé, c'est ça? Oui, alors je voudrais vous expliquer un peu pourquoi c'est amélioré, parce que ça a été très controversé. On nous a dit, on entend dire couramment, mais les denrées bio ne sont pas supérieures aux denrées tout venant. Mm-hmm. C'est complètement faux si nous faisons une véritable bonne agriculture biologique entièrement réussie. Mm-hmm. Et ça a une explication, c'est que la microflore du sol se trouve améliorée par le compostage et améliorée aussi par les rotations culturelles. Au lieu de cultiver en monoculture blé, etc., ou blé tournesol, ou même blé soya, vous pouvez faire blé soya en rotation culturelle. Si vous n'avez pas une rotation plus complexe, vous aurez quand même des lacunes. Si vous complétez cela, vous allez arriver à développer la microflore du sol, et il faut savoir que cette microflore est extrêmement variée. Dans un premier groupe de... La microflore, je vous arrête, ce sont des bactéries, c'est ça? Ce sont des colonies bactériennes. Et vous avez par exemple les bactéries transformant, dissociant la cellulose. Il faut savoir que la cellulose, c'est très proche de l'amidon. Ce sont des sucres à base de glucose, regroupés en maltose dans le cas de l'amidon, regroupés en cellobiose dans le cas de la cellulose. Mais ça se passe presque de la même façon. C'est l'agencement des groupes en parallèle qui n'est pas exactement le même. Vous, êtres humains, vous pouvez pas vous nourrir de cellulose. Ou exceptionnellement, alors que les ruminants s'en trouvent très bien. Donc vous avez un premier groupe bactérien qui transforme la cellulose en une première matière active, aliment, qui est une hémicellulose. La cellulose, qui est une matière brute et rugueuse, raide, si vous voulez, qui doit d'ailleurs sa rigidité à autre chose que la cellulose, parce que dans les membranes de cellulose, vous avez une armature de lignine qui est tout à fait autre chose, et on en parlera ensuite. Et cette cellulose va donc passer à l'état d'hémicellulose, elle devient collante, gluante, et les nœuds de la paille se sont aplatis, se sont amollis. Et alors, la microflore, qui ne pouvait pas attaquer facilement la cellulose brute, va très bien transformer la cellulose déjà passée à l'état d'hémicellulose. Donc, premier groupe, les cellulolytiques. Aérobie, anaérobie, il y a ceux qui travaillent en présence d'air, ceux qui arrivent à vivre sans air, parce que les aérobies ont été très gourmands, ils ont pompé l'air présent, et puis ils ont créé localement des sites anaérobies. Donc il nous faut les deux. Et puis vous avez ensuite pas seulement les cellulolytiques, vous avez les cytophagas, celles vibrio, etc. Tout un ensemble. Alors maintenant, une communauté en fait, voilà, des communautés côte à côte des bactéries. Et l'armature, le béton armé dans les parois de cellulose de la matière végétale, cette lignine, c'est un phénol
Et a priori, on pourrait penser que les phénols, ça va être une matière répulsive vis-à-vis de la microflore. Un phénol, c'est antiseptique. Et il y a des ligninolytiques. Bon, et puis maintenant, il nous faut, vous avez toute la fraction protéique de la matière vivante qui passe, qui est rejetée sous forme d'excréments ou déchets végétaux, les chaumes des céréales, par exemple, il y a une petite fraction azotée dans les chaumes ou d'autres matières végétales restituées au sol. Toutes ces matières azotées, c'est une source de protéines. Il nous faut des protéolytiques qui démolissent cette cellulose, ces protéines, les font passer à l'état de polypeptides. Les peptides, ce sont des substances alimentaires déjà directement assimilables. C'est des acides aminés, non? Et alors, les polypeptides, un moment plus tard, se dissocient en acides aminés. Et c'est là que nous intervenons en agrobiologie. Si notre compost est bien réussi, il est totalement assimilable sous cette forme d'acides aminés sans aller plus loin. Le cycle est entièrement organique. D'accord. Donc quand le compost est déposé sur la terre, il est assimilable. Exactement. Alors, le bon moyen dans l'utilisation, dans l'épandage du compost, le bon moyen, c'est de l'épandre sur la repousse d'une prairie. Au printemps, par exemple, vous venez de faire pâturer le bétail. La prairie a repoussé de 5 ou 10 cm. Si vous avez la chance qu'une pluie, vous êtes dans une période pluvieuse, 48 heures après l'épandage, vous allez voir le développement de la végétation marqué entre la parcelle où vous avez apporté du compost et là où vous n'en avez pas apporté. C'est en 48 heures. Ah oui, c'est extrêmement rapide. Si vous faites ça sur votre pelouse cet été, elle va pousser, il va falloir la tondre tous les 15 jours. Ouais, moi j'aime bien les pelouses quand elles sont pas tondues, donc ça tombe bien. Pas trop de compost sur la pelouse dans ces cas-là. Mais alors, comment on fait un bon compost? Comment faire un bon compost? Vous savez, notre recette, elle est simple. Nous travaillons avec des éleveurs consciencieux. Et le bon truc pour l'éleveur de bovins, c'est la stabulation libre. C'est abondance de paille. L'éleveur règle la quantité de paille qu'il distribue chaque jour un peu d'après le taux de production laitière. S'il ne produit que 4 ou 5 000 litres de lait par an, il peut se contenter d'amener 9 kilos de paille par UGB, unité gros bétail, et par jour. Mais s'il demande à ses vaches laitières de fournir 6 ou 8 000 litres de lait dans l'année, les 9 kilos ne suffiront pas. Ce sera 11 ou 12 kilos de paille qu'il faudra amener pour absorber les déjections des... Parce que c'est ça, plus une vache donne de lait, plus il faut la nourrir. Exactement. Et plus le rejette, il va falloir davantage de matière. Ça fait pisser, comme dirait Jean-Pierre Coff, ça fait pisser, ça fait de la merde. Exactement. Et donc, alors ça, c'est une première condition, c'est de mettre la bonne quantité de paille. Exactement. Ouais. Et alors, la stabilisation libre a l'avantage de réaliser ce que nous voulons, c'est le passage de la cellulose de la litière à l'état d'hémicellulose. La paille devient collante, gluante, et elle se trouve dans des conditions d'absorption améliorées. C'est ce qui fait, en particulier, que dans les étables ainsi conduites, vous n'avez jamais de mauvaise odeur. Et puis, il faut savoir aussi que notre magnésium que nous utilisons dans la fertilisation et que nous distribuons, si c'est nécessaire, dans l'eau de boisson des animaux, des bovins, ce magnésium a des propriétés régulatrices sur la digestion, sur le fonctionnement de l'intestin, et c'est une des causes qui fait que dans nos étables, vous n'avez pas d'odeur putride. C'est la ferme de notre président, elle est en biologie depuis 78, donc 25 ans maintenant, et dès le départ, il a donné il s'adressait à nous parce qu'il avait un problème sur les vaches, des mammifères. Il y avait des problèmes d'état de santé au niveau de la lactation inquiétant, et avec le magnésium dans l'eau de boisson, il a résolu le problème en quelques mois, c'était résolu. Et je crois que depuis, il n'a pratiquement jamais
arrêter de tout à fait de donner quand ça va très bien. C'est ça que les gens ne réalisent pas forcément, c'est que un élevage conduit en agriculture biologique permet de faire des économies énormes en médication traditionnelle, quoi, enfin conventionnelle, je veux dire. Exactement. Oui, le président de la FAB, c'est quelqu'un qui n'a pas vu de vétérinaire pendant 7 ans sur son exploitation. Par but de sous, pas par économie, pas par économie, bien sûr. Ouais. Moi, je connais une ferme où ils en sont à peu près à 800 francs par bête et par an de médication, alors une autre ferme à côté qui n'est pas en agriculture biologique, ils en sont à 8000 francs. Ils en étaient à 8000 francs, c'était à l'époque du franc, à 8000 francs par tête de bétail et par an, quoi. Donc un rapport de c'est prohibitif, là. Dans ce cas-là. Voilà. Ouais, mais là, on voit déjà où est l'intérêt, où se place l'intérêt, parce que dépenser 8000 francs par bête et par an, ça va quelque part, cet argent. Donc, bien sûr. C'est encore pareil que tout à l'heure. On se demande s'il n'y a pas incitation à la maladie, quoi. Ah, bien sûr, ça profite. À qui profite le microbe, j'allais dire. Alors, si vous voulez, on peut transposer notre problème du compostage de la grande culture à la culture du jardin. Les constituants essentiels que vous allez avoir à votre disposition, ça va être les bois de taille des arbres fruitiers, de la vigne, si vous avez, par exemple, si vous avez de la vigne de table, les sarments qui proviennent de la taille, tout ça, il faut surtout, dans un jardin, vous ne devez rien brûler. Rien. Pas plus les ronces, les orties. Ronces, c'est spécialement facile à composter. Ouais. Mais si vous avez du chien-dent, vous allez vous débrouiller avec nous pour composter ce chien-dent et vous aurez un compost anti-chien-dent normalement qui doit être très efficace. D'accord. Moi, j'ai fait un compost anti-renoncule et la renoncule, elle a pratiquement disparu. L'ennui vient d'ailleurs. Ce sont des graminées qui nous sont fournies par le distributeur de semences de gazon, et dans le gazon vous avez des graminées traçantes. Alors là, c'est une catastrophe. Faut absolument. Des graminées traçantes. Alors c'est quoi ça, c'est des graminées qui ont l'équivalent du chien-dent est pire que le chien-dent. Qui ont un rhizome, c'est ça? Enfin, oui, c'est ça. Qui ont une racine horizontale qui se propage. Ça trace très vite, ça s'allonge. Et ces graminées traçantes, si vous avez des graminées traçantes, n'essayez pas de cultiver des arbres fruitiers sans traitement, sans maladie, vous n'y arriverez pas. Tant que vous aurez les graminées traçantes, vous aurez du parasitisme. Parce que le sol est dans un état de compacité qui fait que les racines ne sont pas dans un état de vie active, de vie de santé, si vous voulez. D'accord, parce que les racines de ces graminées se seront entrecroisées, ça a formé une sorte de tapis très dur. Exactement. D'accord. Et donc, alors, le compost d'un particulier, ça peut être quoi la bonne recette, hein? Les bois de taille et la tonte des gazons, ça vous fait la tonte des gazons, c'est une matière très azotée. Si vous accumulez la tonte des gazons en tas important, vous obtiendrez quelque chose qui ressemblera à de la bouse de vache, avec des phénomènes de putréfaction. Et les boîtes de taille doivent avoir l'effet inverse d'assainir ces matières à tendance putride. Donc c'est ce mélange des deux qui est la base d'un bon compost. Oui, ça se passe, c'est pas tout à fait un mélange. Alors attention, les boîtes de taille, il faut les tronçonner verts et les composter secs. Et puis ne vous fatiguez pas la mécanique que vous aurez achetée à broyer finement. Tronçonnez-les à 10 ou 15 cm et ça va vous faire un très bon support pour assainir les tontes de gazon, pour assainir les déchets de légumes qui sont dans le même cas, qui sont putrides. En même temps, on se dit si des déchets de taille d'arbres fruitiers qui font 10 à 20 cm de long, le temps il va falloir un certain temps pour une fois qu'ils sont secs, ils se délitent beaucoup plus facilement. Plus vite, surtout s'ils passent par une action de chauffe à l'intérieur du tas de feuilles ou de. Oui. Donc il faut pas les mettre, il faut attendre qu'ils soient secs avant de les mettre dans le compost. Mais les couper verts, c'est l'avantage, c'est de pas forcer. Ça se coupe facilement au sécateur ou à l'ébrancheur. On les tronçonne facilement. D'accord. Et donc ensuite on peut rajouter donc les épluchures, tous ces déchets. Et il paraît que les agrumes, il faut mieux éviter tout ce qui est déchets d'agrumes. Non. Ça, moi, les peaux d'orange et de peaux de citron, ça passe avec. Hein. Ouais, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, c'est une fausse rumeur. Il y a des rumeurs qui circulent en ville comme ça.
Plein de gens qui m'ont dit. Non, peut-être c'est plus long à composter. Oui, c'est ça. Attention, vos Pot de épluchures banane, d'orange sont tout bio ça, aussi. ouais. S'il y a des les produits bananes, dessus, ça se transforme très bien. Très bien. Ouais. Parce qu'on on entend aussi ça. Oui, une peau de banane, ça met tant d'années à disparaître dans si le sol. vous les accumulez sans matière absorbante, oui, c'est ça. vous allez faire des putréfactions, et là, ça, bien sûr. Et alors, donc, un compost, ça prend, parce que moi je connais pas très bien la recette, ça prend combien de temps pour obtenir un bon compost? C'est très difficile parce que ça varie selon les constituants, puis ça varie selon les saisons. En été, à partir du printemps, vous allez avoir des matières absorbantes qui vont se trouver dans de bonnes conditions. Les bois de taille ou les sarments de vigne, ils seront déjà desséchés, ils vont avoir une action absorbante satisfaisante. Si vous prenez, je vais tailler mes kiwis quand les feuilles vont être tombées. Si je veux composter les tailles de kiwis qui se consomment très bien, c'est pas dans la période où on vient de tailler qu'on va très bien les réussir. Qu'ils soient d'abord desséchés avant de les utiliser pour absorber les matières putrides. Et en général, il faut compter un an. Ah non. Ah non. Est-ce qu'on peut dater, Yves? 2 mois, je dirais. En 2 mois, on peut obtenir quelque chose d'à peu près correct. Ah oui, c'est très rapide. L'un dans l'autre, oui. D'accord. Selon les conditions, ça va Partant être... du printemps, on part du printemps avec des bois secs qu'on a Maintenant, mis en tas. vous avez des bois, des matières absorbantes spécialement actives. Par exemple, les tailles de framboisier. Je me suis fait un petit peu une spécialité pour la culture du framboisier, en petit, mais on avait eu le problème d'assainissement de culture de framboisier produit en grand pour la biscuiterie. Et évidemment, le framboisier en grande culture, mais il s'agissait d'hectares au pluriel et de dizaines d'hectares au pluriel. Et la framboise, pour le récolter en été, on arrose. Et puis vous êtes obligé, vous piétinez donc un sol qui a été arrosé. Au bout d'un certain temps, le sol devient compact et il s'arrête de pouvoir produire. Alors on a résolu assez bien le problème en augmentant l'apport de matière végétale restituée au sol. Le mulch, la couverture végétale, c'est un peu tout et n'importe quoi. Ça peut être par exemple les bois de taille des kiwis peuvent très bien passer sous les framboisiers. Puis pour que vous ne les voyiez pas, vos déchets de légumes aussi. Alors pour que vous ne soyez pas gênés par tout ça, discrètement vous mettez par-dessus vos déchets de légumes qui auraient même mauvais aspect dans votre jardin. Vous mettez quelque chose qui couvre un petit peu discrètement, justement des bois de taille tronçonnées. Et puis ça passe très bien. Mais alors, donc les déchets de légumes, vous les mettez directement sur le sol ou alors non, vous les... il y a un composteur. Au contact des bois de taille. D'accord, mais je veux dire... C'est une possibilité. Sinon, ils peuvent aller dans la cellule à compost. C'est ça, on peut utiliser un composteur. Une cellule à compost ou quelque chose qui va retenir l'ensemble des matériaux qu'on a à faire composter. Quoi. Mais si on a un jardin mais qu'on n'a pas de composteur, on peut mettre les déchets directement... En tas, déjà, ne serait-ce que faire un tas par terre et puis relever son tas et le mélanger. Quoi. Et petit à petit, ça devrait faire quelque chose. Quoi. Oui, il faut quand même pas, on peut quand même pas les mettre au pied des plantes comme ça, les déchets directement. C'est une possibilité aussi dans les rangs de framboisiers sous lesquels il y a un paillis au sol. Quoi. Déjà, il y a beaucoup de petits bois au sol. On peut en rajouter. On en rajoute ça. Certaines années ou dans vos débuts, vous pourrez très bien, pendant un premier temps, avoir sous les framboisiers, par exemple, ou sous d'autres cultures, une végétation associée d'hiver. Ça pourrait être avoine févrole, et on va semer. L'avoine, faut pas tarder trop longtemps, mais la févrole, je crois qu'on pourrait la semer jusqu'à la fin de novembre, avec des févroles d'hiver qui résistent. Et là, ça va apporter des éléments. Alors, si vous semez à la volée, vous pouvez pas beaucoup faire de d'épandage par-dessus. Et si vous semez ces plantes associées en ligne alternée, dans les intervalles, vous pouvez restituer ce que vous voulez. De recouvrir le sol, quoi. Faire une couverture du sol. C'est propre, c'est plus joli de voir pousser de la févrole que de jeter des déchets végétaux. Alors, avant qu'on passe à un morceau de musique, on va peut-être dire, est-ce qu'il y a des endroits est-ce qu'il y a des exploitations qu'on peut visiter ou des maraîchers biologiques qui sont de plus qui en appliquent plus, vos méthodes? Nous venons par exemple de faire une réunion dimanche dernier.
j'avais décidé que je voulais pas travailler le dimanche, et puis je me suis laissé avoir. Bref, une fois n'est pas coutume, n'y revenez pas. Mais enfin, on a vu un groupe qui démarre, surtout de quelques viticulteurs ensemble, patronné par une personne amie qui nous a organisé cette réunion. Et on va arriver à faire un compost. On fait un compost déjà pas mal, mais pas réussi sur tous les plans, parce que le producteur, il a tout un éventail de déchets. Certaines choses, il a réussi. Par exemple, évidemment, le fumier, il a 2 chevaux. Le fumier des chevaux, ça marchait pas trop mal. Les fans de tomates, s'il a pas su s'en servir, il a essayé de composter des fans, enfin, il a fourré les fans vertes sur un tas de compost. La matière végétale verte, il faut absolument qu'elle soit tuée par séchage et avant d'être compostée. Pourquoi nos composts marchent si bien avec la paille de céréales? C'est que la paille de céréales, comme litière dans le fumier, la paille de céréales, c'est de la matière végétale morte. Bien sûr, sèche. Donc, quoi. Les fermentations du compostage, elles sont autre chose que la vie végétale elle-même. Il ne faut pas vouloir attaquer par les fermentations une matière végétale encore vivante. D'accord, donc en fait il faut couper, laisser sécher et ensuite seulement transporter. De la même façon, n'essayez pas de composter du bois vert, ça va être une catastrophe. Alors ça nous est arrivé dans nos débuts, dans les années, à la fin de la décennie 50, 58 ou 60, on essaye de composter des ronces avec du fumier. Le fumier était pas beau s'il fallait l'assainir. Bon, et on s'est imaginé qu'en mettant la matière végétale des ronces, ça allait assainir le fumier. En réalité, ça n'a pas provoqué de fermentation chaude, ça n'a pas détruit les ronces vertes, vivantes, non sèches. Et 18 mois plus tard, c'était magnifique, on a un fourré de ronces prospère, fertilisé avec le fumier brut. Alors, les ronces poussaient, hein, mais résultat, zéro. Ah oui, il aurait fallu laisser sécher. Il faut éviter de mettre le verre. Le verre tout ce qui est vert a tendance à reprendre dans l'état de compost. D'accord, mais alors quand on a une tonte de gazon, par exemple, on en fait quoi? On la fait sécher ou non, sur du bois de taille sec, les tontes de gazon vont entraîner l'humification des bois de taille. D'accord, donc là c'est une exception dans ces cas-là. La tonte de gazon, c'est une des seules choses qu'on peut mettre en verre sur le verre. Ah oui, parce que puis c'est de la matière déjà divisée par l'opération de tonte. De tonte, oui, c'est vrai. Il faut quand même qu'il y ait beaucoup de bois et de matière sèche avec, quoi. Sinon, elle aura tendance à faire bouse de vache. D'accord. Mais vous verrez quand vous le pratiquerez que ça marche plus facilement que vous ne le craignez. Et il faut respecter un certain nombre de règles. Et puis alors, vous constaterez au long des années que la terre qui a reçu du compost, elle a les ferments qui conviennent et elle entraîne le compostage va se faire de mieux en mieux. Ok. Plus facile. Merci beaucoup, professeur Boucher. On va en continuer à discuter après, je pense. Alors, ça parle eubiotique dans le studio, là. Voilà, donc on va conclure notre entretien avec professeur Jean Boucher, président de la FAB, je rappelle, ancien président, de l'Association française d'agriculture biologique. Et donc là, on va conclure sur les aliments, qui sont donc produits par qui pourraient être mieux que bio, donc le haut de gamme de l'agrobiologie, c'est la qualité eubiotique. Est-ce que vous pouvez déjà expliquer ce que c'est eubiotique pour les gens qui connaissent pas ce terme-là? Le mot existait dans le dictionnaire à titre d'adjectif, mais nous l'utilisons volontiers comme substantif, comme nom. Ça définit le haut de gamme c'est-à-dire que si on est à l'eubiotique, on n'a plus de progrès possible. C'est le summum de la qualité bio. D'accord. Et par exemple, en polyculture, l'éleveur l'obtient couramment, les bons éleveurs bio l'obtiennent dans la production des bêtes de viande ou la production laitière. Et pour nous, en culture céréalière, nous obtenons systématiquement, si nous travaillons bien, nous obtenons une qualité au moins identique aux blés de force canadiens, qui ont cette particularité de la translucidité du grain. Voilà, le grain n'est plus opaque. Parce que c'est blanc, un grain de blé quand on le coupe en deux. Un grain de blé de type courant,
l'intérieur du grain est blanc, c'est la présence de l'amidon. Et dans nos blés bio, il y a autant d'amidon, il y a d'autres particularités, c'est par exemple le poids spécifique, c'est le poids de l'hectolitre de blé. Notre poids spécifique est passé de 76 couramment à 83. Nous avons presque systématiquement des poids spécifiques de 83. Donc ça correspond à une digestibilité, une aptitude à la panification qui est tout à fait remarquable. D'accord, donc le pain produit avec ce blé, ça doit être J'ai eu la chance de connaître depuis plusieurs années un maître boulanger qui nous a fait assez vite un pain assez extraordinaire. Et la qualité qu'il veut, c'est ce blé eubiotique, ce blé de caractère identique au blé de force canadien. Et nous l'obtenons d'une façon très simple en pratiquant le scarifiage, c'est-à-dire l'aération du sol par des outils. Mais alors ne voyez pas des outils agressifs, c'est tout le contraire, ce sont des outils légers. C'est actuellement des outils dont l'origine est la culture du jardin. D'accord. Ce sont des griffes qui peuvent avoir comme des flèches de ces outils, une douzaine de millimètres de largeur pour la dent, et l'écartement doit être dans 12 ou 14 centimètres entre deux dents. Parce qu'en agriculture conventionnelle, on laboure à quelle profondeur autant qu'on peut, d'autant plus que plus on prend grand, plus on prend du matériel lourd, plus on provoque le compactage du sous-sol, il se fait un plancher de labour, et surtout en dessous du passage des socs des charrues, et il faudrait, dans ces cas-là, il faut arriver à briser ce plancher de labour. C'est ce qu'on fait avec le sous-solage. Et quant à nous, ce n'est pas l'un des points de départ de notre méthode, mais cependant, dès nos débuts, quand nous sommes sortis de la période expérimentale, nous sommes passés à la réalisation en polyculture, nous avons eu la chance de rencontrer un praticien qui, 2 ans après, nous a sorti une machine de travail du sol sans labour. Ça a été la fouilleuse. Alors ça, c'est une révolution. Ça a été révolutionnaire, et ça, je pense que ça a été l'une des grandes trouvailles de l'équipe Lemaire, c'est ce lancement de la culture sans labour. Mais donc ça pourrait utiliser des machines beaucoup plus petites, beaucoup moins puissantes, j'imagine. Oui. Ça pourrait faire il pourrait y avoir. D'ailleurs, je crois que maintenant, les agriculteurs conventionnels, même ceux qui gardent la fertilisation azotée minérale, ils en viennent à cette utilité de la diminution des labours. Enfin, c'est pas encore de pratique courante. Alors j'aimerais qu'on parle des aliments qui sont produits de cette façon-là, parce que vous dites, et vous n'êtes pas le seul à le dire, je pense, mais qu'ils ont une action bénéfique pour la santé. Alors ça s'explique. Voyez-vous, nous avons toute une gamme de micro-organismes qui vivent dans le sol grâce au compost et aux associations végétales, les rhizobiums fixateurs d'azote sur les racines des luzernes par exemple. Les racines de luzerne ne sont pas de durée indéfinie, elles se détruisent périodiquement et se renouvellent. Donc il y a un stade où les déchets, les sous-produits de cette vie microbienne sur les racines passent dans la vie du sol. Or, il y a une règle assez bien connue maintenant, c'est que toutes ces bactéries sont productrices à la fois de vitamines et d'oligo-éléments, et sans qu'on puisse très bien expliquer comment ça se passe. Les vitamines, processus d'activité vitale. Oligo-éléments, pourquoi la vitamine B12 renferme du cobalt, je suis bien incapable de vous dire comment ça se passe. Il y a encore des mystères de ce côté. Ah oui, mais la B12 qui se produit dans un poulailler bien tenu avec abondance de litière où les volailles divise, remue perpétuellement, et la B12 se développe dans ces conditions-là. Alors pourquoi cobalt, l'élément caractéristique de la vitamine B12, c'est un exemple que l'on connaît. Maintenant, tous les oligo-éléments doivent être dans ce cas-là produits par une suractivité microbienne. Alors j'ai énuméré tout à l'heure
les différents stades. Il y a toute une kyrielle qui depuis la cellulose brute jusqu'au gaz carbonique de l'air, en passant par le sucre combustible. Le sucre alimentaire, c'est le carburant de la vie animale et végétale. Et cet ensemble ne s'adresse pas seulement au départ cellulose vers les sucres, toute la gamme. Il y a tout un monde de vie microbienne et chacun est fournisseur de vitamines au pluriel et d'oligo-éléments variés dont on ne connaît pas tous les détails. Et qu'on va retrouver dans l'alimentation. Alors que nos adversaires ne nous disent pas les aliments bio sont pas meilleurs que les autres, ils sont meilleurs que les autres parce qu'ils sont plus riches en vitamines et en minéraux et équilibrés. Voilà. Bon c'est très bien tout ça. On peut peut-être terminer par les coordonnées de l'association. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont téléphoner, qui vont dire comment on fait pour faire du super compost, on veut manger du super blé, tout ça, donc il va y avoir plein de questions, je pense. Alors, les coordonnées, qu'est-ce qu'on peut donner aux gens? Association, les documents qui existent. Tant que je suis vivant, je peux recevoir des visites puisque je suis nantais comme vous. Je demande à vous recevoir. On parlera du métier, vous montrez des choses. Si j'ai votre visite, je demande l'indulgence des visiteurs. Un jardin d'agrément, c'est un jardin d'agrément. C'est pas la perfection. J'ai plaisir à y être et il faut excuser la surabondance. C'est dans l'ordre. Un beau désordre est un effet de l'art. Maintenant, si vous faites un effort supplémentaire puis que vous alliez voir des praticiens chevronnés en pleine activité, on vous montrera des choses complètes et réussies de A à Z. D'accord. Mais n'y venez pas trop souvent, il ne faut pas être tout le temps chez les gens. Mais par exemple, nous avons une assemblée générale à Torfou, Maine-et-Loire, chaque année. Elle va se tenir, je n'ai pas fixé actuellement, mais ça doit être autour du mois de février. Autour de ces dates-là, et tant qu'on est en période d'activité limitée en agriculture, on peut, à certaines dates, organiser une visite de culture. D'accord. Maintenant, dans d'autres régions, on aurait d'autres choses à montrer. Si vous allez vous promener dans la vallée du Rhône, on vous amènera voir un groupe qui se trouve dans la Drôme. Dans la vallée de la Garonne, on a des choses à vous montrer. Par exemple, du fumier de mouton loupé qu'on a rattrapé par les cheveux, si on peut dire, avec un faux compost de paille ensilée. La paille soumise à l'ensilage comme du maïs a des propriétés curatives. Nous l'avons appliqué sur des fientes de volaille mal conditionnées au départ, et on a réussi à assainir des fientes de volaille avec de la paille ensilée. Donc il y a des quantités de choses qui sont rattrapables. Un fumier de mouton qui avait déclenché une attaque de tavelure sur un verger de pommiers, le même fumier de mouton, la même qualité, on l'a repris ensuite, on l'a retravaillé avec de la paille ensilée en incorporant péniblement. C'est pas une fois que le fumier de mouton est loupé, c'était pas facile de le redresser, mais on le réussit et ça marche très bien. On obtient un compost très correct malgré le point de départ mauvais. Alors si vous avez sur les bras des tonnes de fumier de mouton qui sont complètement ratés, il faut vous adresser à la FAB, et la FAB pour les trouver, c'est comment? Alors Yves, peut-être on peut donner votre adresse, monsieur. On donne l'adresse du professeur. Non, je ne suis plus que à titre honorifique. Il va y avoir une foule dans son jardin. Ouais, donc, c'est ça, il va y avoir des voitures garées sur 2 kilomètres. Le siège social il reste encore peut-être chez moi ici. Je n'ai plus, en théorie, je n'ai plus d'activité professionnelle. Vous verrez notre ami, notre président, Jean-Noël Brochard à Torfou, le lieu dit la Frogerie, Torfou Maine-et-Loire, 49 660, et son téléphone 02 41 46 56 66. Je répète, 02 41 46 56 66. Très bien, et donc ça, c'est les petits numéros de téléphone précieux. On va essayer de les noter puis de les redonner en fin d'émission, parce que les gens souvent ils n'ont pas le temps de prendre leur stylo.
Mais donc là, c'est le numéro de téléphone du président de en activité. de la FAB, de l'Association Et autrement, française d'agriculture biologique. Il y avait un projet de livre aussi que vous deviez sortir. C'en est où Ah bien. Si je tiens encore le temps nécessaire, en leur lisant, l'édition est de 92. Il y avait une édition antérieure du vivant de notre activité dans le groupe Le Maire, mais je n'avais, se passait ça en 68, et je n'avais rien de plus à dire, sauf la position bien définie sur l'utilisation du magnésium. Du vivant de l'équipe Le Maire, ça n'a pas été possible, et j'ai attendu 92. Entre-temps, dans les années 80, j'avais réalisé des démonstrations convaincantes, à mon avis, en culture fruitière. C'était pas grand, ça jouait sur 600 mètres carrés, mais dans une tenue maraîchère bien conduite chez des religieuses, on avait réussi une plantation fruitière correcte. J'ai présenté des photos de cette réussite dans cette publication de 92. Et on peut la trouver où alors, cette publication? À mon adresse. J'en ai récupéré, je dois en avoir encore 3 exemplaires. Oh là là, donc les 3 premiers auditeurs qui nous appellent. Et alors, ça va faire des photocopies, max. Donc c'est pratiquement impossible. Nous remettons en chantier, et le chantier est presque... Il a fallu réviser, par exemple, les diagrammes. Les progrès de l'édition ont été considérables depuis 10 ans, et on sait maintenant, moi pas, mais d'autres que moi savent se servir d'un ordinateur. Voilà. Alors faire des diagrammes très propres, c'est vrai que les premiers étaient s'ils font brouillon à la fin, quoi. À cause de la mise en page, parce que peut-être que la personne a mal vu le rendu qu'il va avoir, quoi. Oui. Puis bon, c'est des détails. Et donc là, c'est un chantier qui va aboutir d'ici quelques mois. Si je ne suis pas trop handicapé au point de vue santé, oui. D'accord. Donc on guette. Grâce à l'alimentation bio, vous penserez bien à moi, et ça pourra se faire. Mais on n'en doute pas une seconde. On l'espère. Voilà. Bon, merci encore. C'est très gentil d'être passé nous voir. Le plaisir est pour moi. Et de veiller jusqu'à des heures aussi tardives. Et déjà 22h02, oui. Et on voit pas le temps passer. Avec le professeur Boucher, voilà. Bien slogan. On ne voit pas le temps passer. Bon, merci encore. Merci. On vous souhaite encore plein de bonnes choses et plein d'expériences. Et puis on suit ça de très près. Et puis on guettera, et quand on aura du nouveau par rapport à ce livre-là, on manquera pas de... Oui, Yves, on aura des nouvelles. Ouais. Comme ça, on pourra en profiter tous. Entre nous, l'histoire est pas finie. Par exemple, notre blé biné, à mon avis, c'est une réussite. Ouais. Mais il y a un progrès que j'ai proposé, qui s'impose depuis il y a 40 ans qu'on sait que c'est souhaitable. C'est la présence du trèfle blanc sous le blé. Et à l'époque, il y a 40 ans, on avait rencontré un praticien qui nous avait fait cette sortie un peu étonnante dans une terre de Bonalois, c'était son expression. Le trèfle blanc vient tout seul sous le blé. Alors, a fortiori, si vous le semez. Donc, au lieu de vouloir cultiver, comme nous faisons actuellement, du blé bien propre, Monospécifique. dans les intervalles, nous allons semer du trèfle. On va s'y atteler. C'est un essai qu'on va faire, donc on en reparlera à l'antenne. Et on viendra, vous revenez quand vous voulez. Merci Yves. Bonne soirée. Merci Jean. Bonne soirée. Bonsoir. À bientôt. Ouais. Ni publicité, ni compromis. Radio Eureka. Ni publicité.